Chers auditeurs, bien le bonjour et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on attaque la dernière ligne droite, à savoir la semaine de l'achat de votre bien. J'avais fait un podcast sur les recherches, les visites, les diagnostics et donc pour ce podcast, on va parler de la signature et de la dernière semaine qui précède la signature et notamment comment très récemment j'ai encore pu économiser 500 € sur le dernier achat que j'ai effectué il y a moins de 2 semaines. Avant de commencer, je voulais vous expliquer pourquoi je n'ai pas sorti de podcast la semaine dernière. Et la raison, elle est toute simple, c'est que j'ai publié mon premier livre. Il se nomme « Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner facilement des dizaines de milliers d'euros sur l'achat d'un investissement locatif ou de sa résidence principale. Comment créer la bonne affaire ?» Alors je sais, le titre il est un peu long, mais au moins on sait de quoi il est question. Dans ce livre, je vous présente 7 techniques qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont permis d'économiser des centaines de milliers d'euros sur mes achats immobiliers depuis que je suis investisseur. Je vous donne des exemples chiffrés avec les prix annoncés, les propositions effectuées, le prix final payé et au final le rendement de l'appartement une fois mis en location. Ce livre il s'adresse à tous, que vous soyez débutant ou avancé, et surtout il donne des astuces de négociation pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude ni le talent d'être négociateur. C'est vraiment, on s'appuie sur des faits, sur des documents, sur des réalités. C'est pas que de la tchatch, c'est voilà, du concret, du factuel. Il n'est pas question de devenir vendeur de cuisine ou de véranda en foire expo, mais de négocier habilement pour créer, ou alors, grâce à la négociation, avoir une bonne affaire et obtenir ainsi un bien rentable. J'ai essayé de faire un livre qui est concis, il fait environ une 50aine de pages. Pourquoi est-ce que j'ai opté pour ce format ? C'est pour qu'il puisse être utilisé rapidement, notamment lorsqu'on a trouvé un bien qui nous plaît et qu'on veut négocier. Ça sert à rien de faire un livre de 300 pages si vous mettez 2 semaines à le lire. Le jour où vous avez fini de le lire et que vous voulez vous lancer dans la négociation, c'est foutu, le bien il est déjà parti. Donc c'est concis, c'est factuel, il y a des exemples. J'ai déjà des très bons retours et même des notes 5 étoiles sur Amazon. Si vous avez des questions sur l'ouvrage, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Le plus simple, c'est sur Instagram, bye bye patron. Si vous souhaitez commander le livre, il est disponible au format e-book ou en format papier sur Amazon. Vous tapez bye bye patron en un seul mot dans la barre de recherche ou sinon dans la barre de recherche de Amazon. Sinon, vous trouverez dans ma bio Instagram le lien Amazon ou le lien via mon site internet pour le livre. Concernant le podcast en lui-même, si vous voulez me soutenir, merci de partager cet épisode, ce podcast à vos amis, familles, collègues, voisins, à mettre un commentaire ou des notes 5 étoiles. Je continue ainsi chaque semaine de publier et là c'était vraiment un petit trou d'air parce que la relecture du livre et la publication ça m'avait demandé beaucoup de temps. Mais maintenant on est reparti, un podcast par semaine. Et j'annonce à partir de la semaine prochaine, je vais faire mes premières interviews d'investisseurs ou de personnes qui travaillent dans le milieu de la construction. Donc j'ai fait un appel sur Instagram, j'ai eu 7-8 retours, je sais plus, je suis trop content. Donc on va essayer de faire ça. Ça fait un nouveau challenge pour moi, le temps de trouver les outils, de m'adapter. J'ai déjà demandé à Tony de Une vie de liberté ses conseils. Il m'a gentiment mis sur le bon chemin, donc j'espère faire un bon podcast. Donc la semaine prochaine, vous aurez un invité exceptionnel. Jingle, maintenant on peut commencer. Alors on contextualise un peu, vous avez fait une offre, elle a été acceptée, vous avez signé un compromis, vous avez obtenu le financement et l'offre de prêt vous a été transmise par la banque. Le délai légal pour retourner l'offre de prêt signée a écoulé et donc vous avez renvoyé tous les documents chez votre banquier. Vous êtes donc prêt pour signer chez le notaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ?
parce que il y a une dizaine de jours, c'est tout frais dans ma tête, j'ai signé pour un bien. Et donc, je préférerais faire l'épisode maintenant de manière, tant que dans ma tête c'est très clair, pour ainsi pouvoir vous donner vraiment mon retour factuel sur les choses. Première étape, donc on va voir dans ce podcast, j'ai essayé de bien vous structurer ça, il va y avoir 10 étapes, 10 conseils. Alors mon livre c'est 7 conseils, mais eux ils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus détaillés. Mais là vous allez avoir 10 étapes, 10 conseils, et je vais vous faire un récap à la fin de toutes ces étapes pour que ceux qui n'ont pas pris de notes s'en rappellent. Première étape, trouver une date de signature. En tant qu'acheteur, je vous conseille de proposer vous-même la date qui vous arrange le mieux, mais avec un délai minimum de 1 semaine, voire 2 semaines. Les vendeurs, comme eux, ils souhaitent avoir leur argent, ils sont en général assez conciliants quand vous allez leur proposer une date, et ils s'adapteront à vos exigences. Ils savent que s'ils ne s'adaptent pas, vous allez décaler, et du coup, ils toucheront leur argent plus tard. Deuxième étape, une fois que vous avez la date de signature, il va falloir obtenir le document qu'on appelle l'appel de fonds de la part du notaire. En gros, c'est une facture pour résumer ce que vous allez devoir payer le jour de la réitération par acte authentique de l'acte, pour faire plus simple, le jour de la signature. Alors pourquoi je vous ai indiqué un délai de 1 ou 2 semaines ? C'est parce que ce document, il peut mettre du temps à arriver et à vous être transmis. Pour ma part, là dans la dernière acquisition que j'ai faite, ça a mis plus de 8 jours. Pour la petite anecdote, comme à chaque fois dans l'immobilier, il y a des petites contrariétés. Donc je vais vous raconter rapidement l'histoire. On signait le vendredi 21 mai. Or la semaine d'avant, c'était le jeudi de l'Ascension. Donc le jeudi 13 mai, 8 jours avant, c'était férié. Comme j'avais prévu le coup, j'ai appelé, je ne sais plus si c'était le mardi 11 ou le mercredi 12 mai, j'ai appelé l'étude de notaire et je leur ai expliqué, voilà, jeudi c'est férié, j'aimerais bien avoir l'appel de fonds, donc ce mardi ou ce mercredi, parce que sinon, ou alors au plus tard vendredi, comme ça nous laisse 1 semaine pour que la banque fasse le virement, en sachant que la banque, elle est fermée le lundi. Là-dessus, la clerc de notaire, elle me dit clairement, la clerc de notaire me dit clairement, c'est pas possible, mais lundi, vous l'aurez. Je me dis, bon, lundi pour vendredi, ça va aller, on prévoit large, donc c'est bon. Le lundi dans l'après-midi, j'ai toujours rien. Je la rappelle et je lui dis, voilà, vous m'aviez dit que c'était pour lundi, on est lundi, j'ai rien. Et elle me répond quoi ? Non, mais vu que la banque, elle est fermée le lundi, du coup, je vous la transmettrai le mardi. Donc, en fait, l'argument que moi, je lui avais opposé, en gros, dépêchez-vous parce que lundi, la banque, elle sera fermée, elle l'a utilisé pour encore prolonger. Donc, elle l'a retourné contre moi. Après, on est un peu... on est un peu démunis dans ce genre de cas. C'est pas très grave, il n'y a pas eu de conséquences. Le mardi, on a eu l'appel de fonds. Elle s'est occupée en plus des relations avec la banque. Ils le font pas toujours, mais là, elle l'avait fait. Et donc, tout s'est bien passé. Le vendredi, le notaire avait l'argent. Troisième étape, c'est de transmettre donc l'appel de fonds à la banque. Donc c'est soit le notaire, comme je viens d'indiquer, qui s'en occupe, soit ce sera à vous de le faire. Ça m'est déjà arrivé les deux cas. Une fois que c'est fait, assurez-vous que votre banquier il a bien reçu votre appel de fonds. Alors tout ça, c'est surtout si vous investissez dans une ville qui n'est pas celle où vous habitez. Vous n'avez pas du tout envie. Vous avez prévu votre déplacement, vous avez prévu, on verra plus tard le planning des travaux, etc. Vous voulez pas que la date elle capote de signature. Vous voulez pas décaler ou... Donc assurez-vous que votre banquier il a bien reçu l'appel de fonds, surtout si c'est le notaire qui l'a fait, mais même si c'est vous qui l'y avez envoyé par email, on ne sait jamais, il peut être en vacances, il peut être malade, il peut être récemment, cet hiver ça m'est arrivé que le seul jour j'avais un rendez-vous de longue date prévu avec un banquier, et ce jour-là il a neigé, il a glissé, il s'est cassé le bras. Donc voilà, il n'avait pas de out of office, je vais me casser le bras. Donc vérifiez bien que votre banquier il a reçu l'appel de fonds. Donc premier conseil c'était prévoyez large. Et maintenant deuxième conseil, vérifiez tout plusieurs fois qu'il a reçu l'appel de fonds et ensuite qu'il vous confirme qu'il a bien fait le virement et que tout est ok.
Quatrième étape, donc il y a des étapes, ça c'est pas les conseils et il y a les conseils. Donc là on a déjà vu 2 conseils, mais on est à la quatrième étape. Quatrième étape, elle peut être faite en parallèle des 2 précédentes, mais dès que vous avez la date de signature, il faut que vous preniez rendez-vous avec le vendeur ou l'agent immobilier pour faire une visite et le relevé des compteurs avant la signature. Il m'est arrivé une seule et unique fois de ne pas aller voir un bien avant la signature, parce que le bien il était vide. Quand je l'avais visité, personne n'avait habité dedans. Je me suis dit, puis en fait c'était tôt le matin la signature. J'étais pas allé le voir avant. Et il s'est avéré qu'en fait il y avait un dégât des eaux dans l'appartement quand on a été le voir juste après avoir signé. Ça a pris presque 4 mois pour se régler parce que bien sûr la fuite elle venait du toit, que c'était des travaux de la copro. Donc 4 mois sans loyer en face pour une fuite du toit. Ben voilà, la copropriété ils sont moins pressés que vous. Donc on avait signé en juin, ça s'est réglé qu'en septembre, le temps de faire le vote, etc. Donc vous prenez rendez-vous 45 minutes avant la signature de l'acte pour aller checker l'appartement. Le gros risque, le pire qu'une fuite d'eau serait qu'il soit squatté. On connaît la législation en France, même si c'est en train de changer. Si vous avez des squatteurs, ça va être compliqué pour les faire sortir. Donc, troisième conseil, toujours visiter l'appartement avant de signer. Et c'est pas parce que ça s'est passé très bien 10 fois de suite que la 11e fois ça se passera bien. Donc à chaque fois, voilà, c'est comme les pilotes d'avion, checklist, tac, allez voir. Cinquième étape. Donc vous êtes assuré que l'argent a bien été viré, que tout est en ordre. À ce moment-là, il va falloir assurer votre appartement avec une assurance propriétaire non occupant, PNO pour les initiés. Pour les débutants, je vous rappelle que c'est une assurance obligatoire, ça coûte environ une dizaine d'euros par mois et ça peut vous éviter bien des problèmes. Donc, il faut l'avoir dès le jour de la signature. Donc, une fois voilà, que tout est prévu, vous appelez votre assureur, ça peut être votre banquier ou votre assureur, et vous lui faites faire une PNO. Imaginez si dans l'appartement là où j'avais eu le dégât des eaux, bon finalement c'était le vendeur qui s'était occupé de prendre en charge, il avait été de bonne foi, mais imaginez un vendeur de mauvaise foi, moi j'ai un dégât des eaux, j'ai pas signé de PNO avant, et ben c'était pour ma pomme. Donc assurez-vous que l'appartement soit assuré. Ça tombe sous le sens, mais justement lors de ma dernière signature, j'y ai pensé le matin pour l'après-midi. Donc quatrième conseil, n'oubliez pas la PNO. Sixième étape. Bon là on commence à être pas mal, on a le financement, on a la date, tout est prêt pour l'acte final et c'est à ce moment-là que vous pouvez demander à l'étude de vous fournir un projet d'acte authentique, de l'acte authentique en fait que vous allez signer. Il arrive qu'ils vous le transmettent quelques heures avant la signature, voire pas du tout. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de relire, de relever les problématiques. Normalement, l'acte il reprend que les données du compromis, mais ça arrive plusieurs fois qu'il y ait des incohérences. N'attendez pas d'être chez le notaire pour lire l'acte. Maintenant, souvent chez le notaire, vous signez sur des télés, enfin, ils vous présentent l'acte sur des télés, ils passent les documents en revue, ça va vite, vous n'avez pas le temps de lire, tout le monde vous regarde. C'est pas à ce moment-là que vous allez détecter des anomalies. Donc, demandez à l'avance le projet de l'acte au clerc de notaire ou au notaire directement pour pouvoir le relire à tête reposée. Après, même le jour de l'acte, vous pouvez encore faire, si c'est des petits changements, il peut les faire directement. Mais il faut les avoir vus à l'avance. Une fois que vous avez signé, vous n'allez plus pouvoir lui dire bon, bah en fait. Septième étape. Ça y est, le grand jour est arrivé. Donc vous commencez par visiter l'appartement, comme je vous l'ai dit. Donc c'est soit avec le vendeur, soit avec l'agent immobilier. Avant même de rentrer dans l'appartement, et ce sera mon cinquième conseil, vérifiez que vous avez la clé de la boîte aux lettres. Ça m'est arrivé une fois d'acheter un appartement, il manquait la clé de la boîte aux lettres. J'ai dû faire des magouilles pour pouvoir. Donc c'était une assez grosse copro, donc pour pouvoir l'ouvrir, j'ai obtenu une clé de facteur qui ouvrait en fait toutes les boîtes aux lettres. Donc vous venez d'acheter, vous connaissez personne, vous ouvrez ça. Je voyais les lettres des impôts des gens et tout. Donc moi j'ai dû ouvrir tout ça pour pouvoir enlever le cylindre, le changer, aller chez le serrurier, enfin franchement la galère. Et du coup là, lors de mon acquisition d'il y a 2 semaines, j'ai demandé à l'agent immobilier, est-ce qu'on a la clé de la boîte aux lettres? Et il s'est avéré qu'on ne l'avait pas.
Donc ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que le notaire, il a noté justement, le notaire note, voilà, on se souvient, que le serrurier, eh ben, ce serait à la charge du vendeur s'il ne retrouvait pas la clé. Je ne sais pas combien exactement ça coûte, mais j'ai un peu regardé sur internet, ça coûte visiblement 100 euros de changer la clé de la boîte aux lettres, et l'agent immobilier, jamais, jamais il aurait vérifié. Donc heureusement que moi j'ai posé la question, sinon les 100 euros c'était pour ma pomme. 100 euros c'est voilà, c'est mieux dans votre poche ou dans un resto avec votre conjoint que pour un serrurier pour changer une clé de boîte aux lettres. Ensuite, lors de cette visite, il faut que vous demandiez au vendeur ou à l'agent immobilier, mais l'idéal c'est s'il y a le vendeur qui est là, toutes les questions qu'un locataire pourrait vous poser, les trucs vraiment terre à terre bateau. Donc par exemple, où est-ce qu'il est le local à poubelle? Où sont les bacs de recyclage? Qui sort les poubelles? Quelle est la boîte aux lettres aussi? Donc on a parlé de la clé, quelle est la boîte aux lettres du vendeur? Vous pensez que c'est évident, mais parfois, soit il n'y a plus de nom, ça fait longtemps que c'est vide, soit il y avait un locataire dedans, donc c'est pas le nom du vendeur. Donc voilà, même si vous avez la clé, vous n'allez pas vous amuser à faire toutes les boîtes aux lettres. Donc pareil, un autre conseil, demandez le nom de l'ancien locataire. Ce sera super utile. Donc soit pour la boîte aux lettres, mais aussi pour reprendre les abonnements d'électricité, d'internet, c'est beaucoup plus facile si vous avez le nom. Si vous avez des travaux à faire, vous allez peut-être devoir faire beaucoup de choses à distance, et donc il vous faut le maximum d'informations. Donc conseil numéro 6, obtenir le nom de l'ancien occupant, soit le vendeur, soit le locataire, et demander toutes les informations pratiques sur le ménage. C'est pas ce qui fait, enfin sur le ménage de l'immeuble, les poubelles, etc. C'est pas ce qui fait le plus rêver, on n'en est pas encore à rouler en Lamborghini, ça va venir, mais en attendant, on se balade dans les locaux à poubelle, on regarde où est-ce qu'on pose ses déchets, et s'il faut ou non sortir les poubelles. Ensuite, dans l'appartement, vous y êtes enfin. Vous allez vérifier qu'il n'y a pas de fuite, que tout est en ordre. Vous allez procéder au relevé des compteurs. Bon, les compteurs électriques, souvent, c'est en dehors. Prenez des photos, pareil, des compteurs. Avoir le numéro, ça vous servira. Surtout si, après, vous êtes un peu loin du bien. Prendre des photos, ça vous sert. On peut vous demander le numéro de compteur s'il ne retrouve pas le nom de l'ancien occupant, etc. Et au moins, vous avez en plus une preuve de où est-ce que vous en êtes. Ça y est, vous êtes chez le notaire. Alors j'avais oublié de le préciser, mais comme vous allez écouter ce podcast d'un coup, vous allez survivre. Pour la signature chez le notaire, il vous faut un chéquier. Alors c'est un objet que personnellement, dont je me sers presque plus jamais. En gros, il sert que pour la signature chez le notaire. Quand on regarde les talons de chèque, il n'y a que ça. Chez le notaire, vous allez signer l'acte. Donc conseil numéro 7. Et ça a l'air vraiment bidon, mais déjà 2 fois ça m'est arrivé. Et ben, quand vous signez l'acte, vous devez récupérer les clés. Et oui, les clés de l'appartement. Je peux vous dire que quand vous sortez d'une signature, vous avez signé pour plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, vous êtes engagé et vous êtes comme un idiot sans les clés, on entend les mouches voler. Enfin, franchement, on fait pas le fier. Pour peu que le vendeur, il était un peu, voilà, il vous ait un peu couru sur le haricot, et ben, ça saoule de le rappeler. Si en plus il habite pas, si c'est quelqu'un qui habite pas dans la ville et tout. Enfin, donc voilà, ça m'est quand même arrivé 2 fois. Ça vraiment, ça semble tomber sous le sens, mais vous faites tellement de choses chez le notaire en même temps, vous signez des documents dans tous les sens. Et aussi, si vous signez une hypothèque comme garantie, et ben le vendeur, il est déjà parti quand vous signez l'hypothèque. Vous signez l'acte avec lui de vente et d'achat, il part, vous signez l'hypothèque. Donc là, il est déjà parti. Donc il faut vraiment vous assurer de récupérer les clés. Ce podcast, c'est vraiment des conseils qui tombent sous le sens, mais c'est toujours bon de les rappeler parce que franchement, ça peut vite être gênant. Vous signez le vendredi soir, l'agent immobilier répond plus, le vendeur il repart, enfin voilà. Pour le reste, vous êtes chez le notaire, c'est un peu le moment kiff, hein, voilà, il faut en profiter. En général, les études, c'est vraiment des lieux un peu voilà, cossus, on est bien reçu, tout le monde est content, le vendeur il est content de vendre, vous êtes content d'acheter.
Donc franchement, profitez-en. Les 2-3 premières fois, ça peut être un peu impressionnant. Mais ensuite, essayez de, voilà, de vous amuser. Moi, c'est un moment que j'apprécie, surtout qu'au bout d'un moment, vous connaissez les vendeurs, vous connaissez, enfin non, pas les vendeurs, mais le notaire, après les agents immobiliers, ça peut arriver si c'est une petite ville, etc. Donc voilà. Grâce à votre super carnet de chèques, qu'est-ce que vous faites chez le notaire? Vous signez un prorata de taxes foncières, un prorata des charges du trimestre, parce qu'en fait ces deux dépenses, elles ont été signées d'avance, et aussi elles ont été payées d'avance par le vendeur, ou alors la taxe foncière, il la payera, enfin voilà, c'est lui qui la recevra. Donc vous payez prorata de taxe foncière, prorata des charges en cours et le fonds de travaux. Donc ça c'est souvent des montants assez faibles. En gros, vous faites un chèque, c'est souvent moins de 1 000 euros, mais il faut le prévoir. Petit point, donc deuxième point qui nous a fait gagner de l'argent récemment. Le premier c'était la boîte aux lettres, enfin plutôt économiser. Le deuxième, 300 euros gagnés. Alors là, quand vous signez le compromis, il est indiqué dedans que toutes les dépenses qui ont été votées avant, elles seront à la charge du vendeur. Et à partir de la date de compromis, ce sera à la charge de l'acheteur, à condition que si il y a une assemblée générale qui est qui se réunit, il faut que vous en soyez informé en tant qu'acheteur par lettre recommandée. Et dans le cas présent, le vendeur il nous avait pas informé de la convocation à l'Assemblée générale. Et au cours de cette Assemblée générale, ils ont signé, ils ont validé et attesté en fait une irrécouvrabilité de créances. Donc c'était quelqu'un qui payait pas ses charges, ils ont vendu son appartement, mais la vente de l'appartement, je suppose qu'elle n'a pas permis de couvrir toutes les charges qui étaient en retard. Et donc, ça a été attesté que mon vendeur, il devait payer 300 euros voilà, participer à hauteur de 300 euros pour cette irrécouvrabilité. Si il nous avait envoyé la convocation à l'Assemblée Générale par lettre commandée, les 300 euros, ça aurait été pour nous. Et non seulement il a les 300 euros à payer, mais en plus, moi j'avais vu qu'il y avait des créances irrécouvrables dans les PV précédents. Et lors de ma négociation, j'avais indiqué que la baisse de prix que je demandais, elle se justifiait notamment par l'existence de ces charges non payées par les copropriétaires. Donc en fait, d'un côté, il a accepté une baisse de prix à cause de ça, mais de l'autre côté, c'est lui qui l'a supporté. Donc voilà, ça c'est l'instant publicité. C'est un peu ce genre de technique que j'explique dans mon livre Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat de votre investissement locatif. Parce que là, bien sûr, on parle de 300 euros des charges déductibles, enfin de charges à supporter par le vendeur, mais après, mis bout à bout, les techniques, on peut arriver à beaucoup plus. Donc si vous voulez mon livre, tapez Bye Bye Patron en un mot sur Amazon et vous tombez dessus. La couverture, je l'ai fait un peu comme ça, turquoise, je trouvais ça assez cool. Et vous reconnaîtrez mon logo dans tous les cas. Revenons-en à nos moutons, le vendeur, il ne nous avait pas invités à l'Assemblée, donc il a payé. Donc conseil numéro 8, et ça normalement le notaire, je vais y arriver, le notaire il vérifie ce genre de cas, mais si c'est pas, justement, si ça n'a pas été fait, vérifiez lors de la signature qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale et qu'il n'y a rien qui a été, si tel est le cas, qu'il n'y a rien qui a été voté et que vous allez devoir supporter. Chez le notaire, vous allez également récupérer une attestation de propriété une fois que vous avez signé. Je crois que ça s'appelle comme ça, en tout cas il y a écrit attestation et après on voit que c'est vous le propriétaire. Cette attestation, vous pouvez la garder, enfin il faut la garder assez précieusement. Elle peut vous être demandée par différents interlocuteurs pour prouver en fait que vous êtes le propriétaire de l'appartement. Donc moi par exemple elle est demandée par mon gestionnaire qui s'occupe ensuite des locations. Après la signature, l'important c'est de fêter. Donc je vous conseil numéro 9, de mettre une bouteille de champagne au frigo plusieurs heures avant pour être sûr qu'elle soit bien fraîche, prévoir les coupes et
vous pouvez être prêt à boire un petit coup pour fêter votre nouvelle brique de votre empire. Et donc, on en arrive au conseil numéro 10. Dès à présent, dès la signature, en fait, dès que la banque elle a versé l'appel de fonds, et ben c'est vous qui commencez à payer chaque jour vide de l'appartement. Il fait fondre votre épargne comme neige au soleil. Vous pouvez avoir négocié un différé de paiement auprès de la banque si vous avez des travaux. Même dans ce cas-là, vous êtes redevable des charges de copropriété et de la taxe foncière. Donc conseil numéro 10, même avant la signature, j'aurais pu le mettre plus tôt dans le podcast, mais il fallait quand même structurer les choses. Prévoyez au maximum les travaux ainsi que la mise en location. Pour l'appartement là dont j'ai fait l'acquisition il y a même pas 2 semaines, en fait, on avait fait une contre-visite. L'électricité il y avait des problèmes sur le diagnostic électrique, point qui vous permet de négocier, comme j'en parle dans mon livre. Il y avait des problèmes sur le diagnostic électrique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une contre-visite après la signature du compromis. Pour déjà, on a fait venir un électricien et pour faire les travaux, donc pour effectuer les travaux. Et on avait signé son devis, tout était prêt. Quand on a eu la date de signature, on lui a dit voilà, on signe le vendredi. Lundi, c'était férié, je crois, d'après. Donc mardi, vous venez, vous faites les travaux. Et le mercredi, c'était fini. On avait déjà la facture et on pouvait le mettre en location. Pareil, j'avais prévenu mon gestionnaire du moment où j'allais signer, qu'il fallait qu'il récupère les clés, qu'il s'occupe de la mise en location. Là, ce coup-ci, c'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, voilà, dans la semaine qui a suivi la date de signature, les travaux, ils étaient faits, les photos, elles étaient sur le bon coin. Et dernier point d'économie, alors là, c'est un peu annexe à tout le reste, c'est l'électricien, il voulait nous facturer de la TVA à 20%, et moi je savais qu'il y a des cas dans lesquels on paye que 10% de TVA. Je lui ai demandé si c'était applicable, et en effet, c'était applicable. Donc c'est une facture de plus que 1000 euros qu'on avait d'électricité, donc 10% du montant, et ben ça faisait 100 euros. Donc si on additionne, on a économisé 100 euros de serrurier pour la boîte aux lettres, 300 euros parce que le vendeur il a oublié de nous convoquer par courrier avec accusé de réception à l'Assemblée Générale. Et là de nouveau 100 euros de TVA qu'on a récupéré. Donc ça fait 500 euros sans rien faire. En fait c'est juste en posant des questions. Donc ça fait 166 euros la question en moyenne. C'est pas trop mal payé. Si j'avais été un débutant complet, voilà, j'aurais pas posé la question de la boîte aux lettres, j'aurais pas posé la question de la TVA à 10%, et ça ne serait peut-être passé sous le nez l'histoire de l'Assemblée Générale. Voilà, 500 euros. Eh ben écoutez, un podcast que je vous fais pour 0 euros, eh ben vous pouvez gagner 500 euros avec. Toute cette sagesse gratuitement partagée, franchement, que demander de plus? Voilà, on en a fini, donc je vais récapituler mes 10 conseils de ce podcast. Il a été un peu plus long que les précédents. Les suivants, je n'ai pas encore exactement la durée, vu que ça va être des interviews, j'ai trop hâte. Mais je vous récapitule mes 10 conseils. Le premier conseil, voyez large avec la fixation de la date de signature. Sinon, vous allez vous mettre du stress pour rien. Deuxième conseil, vérifiez plusieurs fois que l'appel de fonds a bien été reçu par le banquier et qu'il a bien fait le virement. Parfois, il y a vous devez encore remplir au dernier moment des formulaires anti-blanchiment d'argent, etc. Ça vous met du stress pour rien. Vous avez autre chose à faire, donc prévoyez large. Et ensuite, contrôlez que c'est bien fait. Troisième conseil, toujours vérifier en visitant l'appartement avant la signature qu'il n'y a rien qui cloche. Et c'est pas parce que ça s'est toujours bien passé qu'il faut zapper cette étape. Quatrième conseil, n'oubliez pas de souscrire à une assurance propriétaire non occupant qui court dès le jour de la signature. Cinquième conseil, vérifiez que vous avez la clé de la boîte aux lettres. Sixième conseil, obtenir le nom de l'ancien occupant, donc soit le vendeur, soit le locataire, et demander toutes les informations pratiques sur l'immeuble, parce qu'ensuite, vos locataires, ils vous les poseront. Numéro 7,
pensez à bien récupérer les clés chez le notaire lors de la signature de l'acte. Conseil numéro 8, normalement le notaire vérifie, mais si ce n'est pas le cas, vérifiez vous-même qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale entre la date de compromis et la date de réitération par acte authentique. Et s'il y en a une, vérifiez qu'il n'y a pas des dépenses qui, du coup, si vous n'avez pas été convoqué, qui incombent au vendeur et pas à vous. Conseil numéro 9, peut-être le plus important, mettez du champagne au frais pour marquer le coup, c'est pas non plus tous les jours qu'on achète un bien immobilier surtout pas rentable. Et enfin, conseil numéro 10, prévoyez au maximum les travaux à l'avance ainsi que la mise en location pour que dès que vous avez récupéré les clés, en ayant écouté le conseil numéro 7, récupérer les clés, dès que vous avez les clés, boum, il faut que ça s'enchaîne rapidement. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Petit rappel à l'action, merci de vous abonner sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez ce podcast, de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire sur YouTube. J'ai des bons retours par message privé, mais j'ai encore peu de notes. Et c'est que comme ça que les podcasts, ils pourront être ils sont difficilement référençables. Donc c'est pour qu'ils soient un peu plus visibles, il me faut des notes. Donc s'il vous plaît, mettez-moi des notes, partagez ce podcast. Ça peut servir à tout le monde. Tout le monde achète quasiment une fois dans sa vie un bien immobilier. Donc celui-là, vous pouvez lui partager. Je vous rappelle, la semaine prochaine, normalement, ce sera une interview d'un abonné. Je vous souhaite une très bonne semaine sur la route du Bye Bye Patron. Ciao!